Ce que je proposais de faire, c'était l'exercice qu'on a fait au module 2 et au module 3 pour comprendre la différence entre l'empathie, enfin entre une interaction qui relève de l'empathie et une interaction qui n'est pas de l'empathie. Cet exercice, ça s'appelait au module 2 le dîner de, enfin le dîner de con, et au module 3, ça s'appelait le café chacal. Le but, c'est d'identifier toutes les manières de communiquer qui ressemblent à de l'empathie en apparence, mais qui n'en sont pas vraiment, dans la mesure où, quand on s'exprime de cette manière-là, l'autre personne ne se sent pas forcément comprise, elle ne se sent pas forcément entendue dans ce qu'elle ressent, et donc ça va pas l'apaiser, ça va au contraire plutôt l'agacer ou empirer les choses, en fait, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et du coup, le café chacal, ça sert justement à mettre ça en évidence. Donc le principe, c'est que ça se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, une personne, du coup, raconte une histoire qui lui est arrivée, je sais pas, genre une mauvaise journée ou autre. Pas forcément un truc trop grave, hein, le but c'est pas de mettre les gens en PLS, mais voilà, elle raconte un truc qui lui est arrivé, genre, je sais pas, son vélo il a crevé, elle a dû changer, il s'est mis à pleuvoir, enfin peu importe. C'est pas une histoire inventée, hein, on s'en fout. Le but c'est que la personne élabore quelque chose dans la durée, et dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que on va lui répondre, mais de toutes les manières qui sont ce qu'on appelle les écueils à l'empathie, c'est-à-dire on va lui donner des conseils, on va exagérer ce qu'elle ressent, on va minimiser, on va nier ce qu'elle vient de dire, etc. pour voir ce que ça fait. Et généralement, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que la personne qui raconte l'histoire soit attentive à ce qui se passe en elle, en fait, à ce que ça lui fait quand on lui donne des conseils qu'elle n'a pas demandé, par exemple. Et dans un deuxième temps, on va changer de registre, et là, on va au contraire essayer de se connecter à ce que la personne ressent, en étant à l'écoute, en reformulant ses phrases, en essayant d'identifier ses sentiments et ses besoins, etc. pour se rendre compte de la différence dans ce que ça nous fait à l'intérieur, en fait. Donc c'est un truc assez intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait en tant que raconteur d'histoire, je l'ai fait en tant que chacal, au module 2 et 3. Mais c'était assez intéressant à voir la différence, parce que, genre, limite, enfin, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, hein, je vais pas vous faire peur, mais quand on faisait cet exercice-là au module 2, le mec qui racontait l'histoire, en fait, au début, quand on était tous en mode chacal, il était en PLS, en fait, de plus en plus, parce qu'en fait, c'était violent, ce qui se passait. Au point que Charlotte, elle avait presque envie de sortir de la pièce. C'est pas que c'était de la cruauté, c'est juste que ces choses-là, c'est ce qu'on fait habituellement, en fait, dans le langage du conditionnement. Et c'est hyper violent, en fait, de faire des choses qui ont l'air d'être de l'empathie, mais qui, en fait, sont juste une manière de nier le vécu de la personne et de s'en foutre. Enfin, bref. Donc, si vous êtes d'accord pour essayer, je veux bien qu'on fasse ça. Après, avant, du coup, je propose d'illustrer. Il y a un passage du bouquin de Marshall qui m'a beaucoup marqué, c'est un des passages qui m'a plus marqué, sur justement les écueils à l'empathie. Je vais vous l'envoyer, le passage sur l'eau méta. Je vais vous l'envoyer sur le salon, à l'écrit, puis je vais le lire à voix haute. C'est en 2 pages, mais c'est la deuxième page surtout qui est la plus importante. C'est juste, ça explique ce que c'est que l'empathie. Donc l'empathie, comme le définit Padovani, c'est le fait de rejoindre l'autre là où il est. C'est-à-dire à la fois dans l'émotion qu'il est en train de vivre et dans l'intensité de l'émotion qu'il est en train de vivre. C'est pas juste identifier, ah ouais, tiens, t'as l'air en colère. C'est le rejoindre là où il est, c'est interagir à la mesure de ce qu'il est en train de vivre. Ça modifie en fait un peu les mots qu'on va employer, par exemple, en fonction de s'il est juste un peu triste ou s'il a l'air d'être dévasté, ravagé par le chagrin, etc. C'est important d'essayer d'être ajusté à l'intensité de l'émotion que l'autre vit, en fait, pour qu'il se sente entendu dans ce qu'il est en train de vivre. C'est ça, en fait, qui soulage, c'est quand on sent que l'autre comprend ce qu'on vit, en termes d'émotion, notre souffrance, quoi. Donc du coup, le passage dont je parlais, je vais vous le lire, hein, c'est un passage du chapitre sur la présence, qui dit « Ne te contente pas d'agir, sois là ». C'est ça, c'est, en fait, ça rejoint un peu ce que Marshall appelle le « connect before correct ». Il faut se connecter à l'émotion de l'autre avant de vouloir faire quoi que ce soit, avant de vouloir agir, proposer une solution. Le but,
pour aider les gens, en fait, ce qu'il faut faire, enfin, dans les situations où il n'y a pas d'urgence, évidemment, avant de vouloir agir, de chercher une solution, il faut d'abord chercher à se connecter à l'autre, à ce qu'il ressent, là où c'est vivant, en fait. C'est pour ça qu'il dit, ne te contente pas d'agir, sois là. D'abord, sois là, en fait. Sois présent. Et à soi. Oui, alors oui, effectivement, c'est compliqué d'être présent à ce qui est vivant en l'autre quand on est en PLS soi-même, quand on est aliéné par un de nos exilés, en fait. Je vous dis exilé parce que vous êtes tous les trois au clair avec les termes IFSA. Mais une des premières choses qui empêche d'être en empathie avec quelqu'un d'autre, c'est quand on a soi-même besoin d'empathie. Effectivement, si tu es en PLS, tu ne vas pas pouvoir écouter l'autre. Ou alors, pour écouter l'autre, tu vas devoir sacrifier ton exilé et donc tu vas devoir être violent envers toi-même. Donc c'est pour ça que c'est aussi assez important d'apprendre l'auto-empathie. C'est quand tu vois que quelqu'un est en PLS, bah, vu qu'on est des êtres humains, on est un peu poreux au niveau des émotions, bah, on risque d'être en PLS nous aussi, parce que du coup, la souffrance de l'autre va entrer en résonance, enfin, les besoins pas nourris chez l'autre vont entrer en résonance avec les besoins qui sont chez nous aussi, en fait. Et si on peut se relier à l'autre, du coup, on risque d'être un peu contaminé par son émotion. C'est ce qu'on appelle, du coup, la sympathie ou la compassion, le fait d'être, en gros, contaminé par l'émotion de l'autre. Et dans ces cas-là, pour pouvoir être vraiment présent à ce que vit l'autre, c'est important d'apprendre à déjà être présent à ses propres exilés, pour pouvoir justement ne pas être envahi, ne pas que le self soit envahi par l'exilé, et du coup qu'on réagisse à l'autre, pas pour l'aider, mais juste pour éteindre l'incendie de notre émotion à nous, parce que nous on est en PLS de voir que l'autre il souffre en fait. C'est important d'être conscient de ce qui se passe en nous, parce que effectivement, si on a besoin d'empathie, on aura du mal à en donner à l'autre en fait. Ce sera compliqué. C'est pas impossible, mais ça sera compliqué et ça va avoir un coût. Le coût, c'est qu'on va mettre de côté un de nos exilés en fait. Et généralement, quand on sacrifie nos émotions, on le paye plus cher ensuite en fait. Donc du coup, je vais vous lire le chapitre. L'empathie est une façon de comprendre avec respect ce que les autres vivent. Selon le philosophe chinois Chuang Tzu, l'empathie véritable exige que l'on écoute de tout son être. L'écoute exclusivement auditive est une chose, l'écoute intellectuelle en est une autre. Mais l'écoute de l'esprit ne se limite pas à une seule faculté, l'audition ou la compréhension intellectuelle. Elle requiert un état de vacuité de toutes les facultés. Lorsque cet état est atteint, l'être tout entier est à l'écoute. On parvient alors à saisir directement ce qui est là, devant soi, ce qui ne peut jamais être entendu par l'oreille ou compris par l'esprit. L'empathie implique de faire le vide dans notre esprit et d'écouter de tout notre être. Dans la relation à l'autre, il n'y a empathie qu'à partir du moment où nous parvenons à écarter tout préjugé et jugement à son égard. Encore une fois, là, je fais une pause, c'est que si on est en train d'être dans le jugement par rapport à l'autre, c'est pas parce qu'on est un connard, c'est parce qu'on a des besoins pas nourris, en fait. Et les jugements, c'est toujours l'expression de nos besoins insatisfaits. Donc si on est en train de juger l'autre, c'est parce qu'on a en nous des besoins qui sont tellement pas satisfaits que du coup ils sont en train de se manifester, de dire hey, je suis là, il y a un besoin qui est pas satisfait là, donc du coup j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin d'empathie. Quand on juge l'autre, ça veut dire qu'on a besoin d'empathie, en fait, tout simplement. Donc là, encore une fois, on peut pratiquer l'auto-empathie, où on peut, voilà, enfin, il y a plusieurs façons de réagir, mais c'est important de savoir que si on est stimulé, si on nous exilé et trigger, on sera beaucoup moins efficace dans notre capacité à nous relier à ce que ressent l'autre, en fait. Voilà. Donc, Martin Buber, philosophe israélien d'origine autrichienne, décrivait cette qualité de présence que la vie exige de nous. Malgré toutes les ressemblances, toute situation de vie a, comme un nouveau-né, un visage unique, qui n'a jamais existé auparavant et que l'on ne retrouvera jamais plus. Elle appelle une réaction qui ne peut être préméditée. Elle ne demande rien qui appartienne au passé. Elle appelle une présence, une responsabilité. Elle appelle l'être tout entier. Ça me fait un peu penser à la systémie et à la manière dont Marshall se fout beaucoup de la gueule de la psychanalyse dans ses bouquins. En fait, ce que Marshall explique, c'est que ça sert absolument à rien, enfin, dans la plupart des cas, ça sert absolument à rien d'aller explorer le passé, en fait, d'aller explorer ton enfance, etc., pour comprendre qu'est-ce que tes parents t'ont fait quand tu étais petit. L'important, c'est de comprendre aujourd'hui ce qui se passe, qu'est-ce qui est vivant en toi maintenant, en fait, qu'est-ce que tu ressens et quels sont tes besoins. Effectivement, l'état de tes besoins et de la façon dont tu gères tes émotions aujourd'hui est la conséquence directe de ton passé, mais de la même manière qu'on n'a pas besoin de comprendre comment une tasse s'est cassée pour la réparer, on n'a pas besoin de comprendre comment une personne est arrivée à être en PLS pour
se relier à sa PLS et du coup la soulager en fait de ce qu'elle ressent. Effectivement, en IFS, on va aller explorer les blessures du passé pour les guérir, et cetera, et on fait ça aussi en CNV. Mais en fait, ce qu'on fait en CNV, c'est pas raconter l'histoire du passé. Ce qu'on fait en CNV, c'est explorer la nature de la relation ici et maintenant entre nous et la personne qui nous a blessés, en fait. Qu'est-ce que là, tout de suite, tu ressens? Quels sont tes besoins pas nourris? Et qu'est-ce que tu aurais aimé que cette personne te dise, en fait, à ce moment-là, au moment où t'as mis en PLS? Et donc, il s'agit toujours du présent, en fait. C'est pour ça que Marshall se fout de la gueule de la psychanalyse, parce que la psychanalyse, sa méthode, c'est justement de passer des années à explorer le passé, à comprendre comment tu t'es construit, en fait, quel a été l'impact de ton éducation, de ton enfance, de tes parents sur ce que tu es, sur qui tu es devenu. Et ça prend des années, en fait, alors qu'en CNV, il suffit d'une heure pour identifier une blessure et la guérir, juste parce que du coup, tu vas aller explorer quelle est la blessure et tu vas explorer l'enfant qui est toujours là aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que la blessure, c'est aujourd'hui qu'elle fait mal, c'est aujourd'hui qu'il a des besoins pas nourris, en fait. Et donc, c'est aujourd'hui que tu vas aller rencontrer ces besoins-là pour soulager la blessure. Mais il s'agit pas d'explorer le passé, en fait, il s'agit juste d'explorer ce qui est vivant, là, tout de suite, chez la personne. En gros. Alors, du coup, il n'est pas facile de soutenir cette qualité de présence qui requiert l'empathie. La capacité à accorder son attention à quelqu'un qui souffre est quelque chose de très rare et de très difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle, affirmait la philosophe française Simone Veil. Pardon. Parmi tous ceux qui pensent posséder cette capacité, rares sont ceux qui l'ont. Au lieu de témoigner de l'empathie, nous avons tendance à nous laisser aller à donner des conseils ou à rassurer et à exposer notre propre opinion ou sentiment. Or, l'empathie veut que nous portions toute notre attention sur le message de l'autre, que nous accordions à l'autre le temps et l'espace dont il a besoin pour s'exprimer pleinement et se sentir compris. Un précepte bouddhiste décrit bien cette capacité. Ne te contente pas d'agir, sois là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a besoin d'empathie, il est souvent frustrant d'avoir en face de soi quelqu'un qui part du principe que l'on veut être rassuré ou obtenir une recette miracle. J'ai à cet égard reçu une leçon de ma fille qui m'a appris à m'assurer de ce que demande mon interlocuteur avant de proposer un conseil ou des paroles de réconfort. Un jour qu'elle se regardait dans le miroir, je l'entendis me dire: Je suis laide comme un pou. Allons, répondis-je, tu es la plus belle créature que Dieu ait mise sur terre. Elle me fusilla du regard et, exaspérée, s'exclama: Oh, je t'en prie, papa. Puis elle est sortie en claquant la porte. Je compris par la suite qu'elle avait en fait demandé un peu d'empathie. Au lieu de lui offrir un réconfort inopportun, j'aurais pu lui demander par exemple: Est-ce que tu es déçu par ton apparence aujourd'hui? Mon ami Ole Humphrey a repéré un certain nombre de comportements classiques qui nous empêchent d'offrir à l'autre une qualité de présence suffisante pour établir avec lui une relation d'empathie. Voici quelques exemples d'obstacles de ce type. Conseiller. Par exemple, je pense que tu devrais faire ceci. Pourquoi t'as pas fait ça? Surenchérir. Par exemple, ah bah c'est rien ça, regarde, moi c'était pire, hein. Moraliser. En disant par exemple, bah tu pourrais tirer parti de cette expérience si tu faisais par exemple ça. Consoler. En disant par exemple, bah c'était pas ta faute, t'as fait de ton mieux. Ça j'aime bien parce que ça surprend souvent. On est souvent surpris parce que on a le réflexe de vouloir consoler l'autre spontanément en fait. Justement parce qu'on n'aime pas qu'il souffre et du coup on veut qu'il arrête de souffrir. Et du coup on va dire: «Bah t'inquiète, t'as fait de ton mieux, c'est pas grave». Et en fait souvent quand on dit ça soulage pas du tout. On s'en rend pas compte. On fait ça par réflexe en fait, sans se poser la question de: «Est-ce que c'est ça dont l'autre a besoin?» finalement. Hem, Après il y a aussi, dévier sur des anecdotes. Par exemple, quand on va parler d'un truc qu'on a vécu nous, ça me rappelle l'époque où, voilà, où moi je faisais ça. On peut aussi clore la question, par exemple, quand on veut pas que l'autre nous mette dans la tête son émotion, on va dire par exemple: «Allez remets-toi, fais pas cette tête, un homme ça pleure pas» ou des trucs comme ça. Enfin, on cherche à éteindre l'émotion de l'autre en fait, ce qui va pas l'éteindre du tout, généralement. Voilà, on peut aussi compatir, par exemple, en disant: «Oh mon pauvre, c'est tellement horrible ce qui t'arrive». Ça généralement, ça va pas soulager non plus. On peut interroger. On va poser plein de questions qui ont pas forcément de pertinence. Par exemple, je sais pas, si une personne nous raconte un truc grave qui lui est arrivé, on va demander des détails. Par exemple, «Tu étais habillé comment ce jour-là?» ou des trucs comme ça, des trucs qui ont aucun intérêt, mais qui servent aussi du coup à peut-être nous protéger. On va en gros intellectualiser quoi. Hem, on peut aussi, essayer d'expliquer.
En fait, par exemple, je t'aurais bien appelé, mais j'ai pas pu parce que ceci, cela. En fait, quand on est en train d'expliquer, on est en train un peu de se justifier. Et quand on se justifie, du coup, on n'est pas en lien avec l'autre. On est juste en train de se protéger. Peut-être, par exemple, se protéger de la culpabilité, quoi. On cherche à mettre à distance. Et généralement, ça va pas être de l'empathie, quoi. Et on peut aussi corriger, par exemple, en niant ce que la personne vient de dire, en disant non, ça s'est pas passé comme ça, c'est pas vrai, etc. Ça peut partir d'une bonne intention. Encore une fois, tout ce que je viens de dire là, je veux pas vous démoraliser, je suis pas en train de dire que vous faites n'importe quoi. Ça part d'une bonne intention. Et on fait tous ça, même les grandes girafes, ça leur arrive de faire ces trucs-là. C'est normal, c'est humain. On est conditionné comme ça depuis des décennies. Et l'important, c'est pas de savoir. Enfin, c'est pas grave si on a recours à ces comportements-là parfois, en fait. Parce qu'effectivement, on est humain, on fait des erreurs. L'important, c'est d'être conscient que ces processus-là, généralement, ça va pas contribuer à créer une détente chez l'autre. Ça va pas être de l'empathie, en fait. C'est pas grave, mais c'est important de le savoir. Et, et c'est pour ça que l'exercice des chacals est intéressant. Ça permet vraiment de sentir dans son corps que quand on utilise ces processus-là, ça ne crée pas de détente, en fait. Ça crée presque plutôt de l'agacement, parce que du coup, c'est pas ça qu'on veut, en fait. Quand on a besoin d'empathie, en tout cas. Voilà. Après, pour finir la citation du bouquin, du coup, dans son ouvrage Pourquoi le malheur frappe ceux qui ne le méritent pas, le rabbin Harold S. Kushner raconte combien il lui fut douloureux, alors que son fils agonisait, d'entendre des paroles censées atténuer sa douleur. Mais il lui fut plus pénible encore de reconnaître que depuis 20 ans, il disait exactement les mêmes choses à ceux qui traversaient ce type d'épreuve. Voilà pour la citation, du coup, qui me paraissait hyper intéressante. Parce que du coup, ça résume en une seule page, enfin en 2 pages, la différence entre l'empathie et le reste de ce qu'on peut dire qui finalement n'est pas de l'empathie. Et je suis sûr que vous avez été surpris pour certaines des choses qui pour vous, peut-être que vous n'êtes même pas d'accord avec ce que je viens de dire et vous avez le droit, hein. Peut-être que pour vous effectivement, quand on compatit ou autre, c'est de l'empathie, il n'y a pas de problème et vous avez le droit. Je suis pas là pour dire, je suis pas là pour affirmer ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité, hein. C'est juste un point de vue. Marshall, il n'a pas la science infuse, c'est juste un humain qui a sa carte du monde et sa carte n'est pas le territoire. Peut-être qu'il s'est trompé, je sais pas, mais moi je trouve que c'est assez intéressant. Et, euh, et je pense que c'est intéressant d'en faire l'expérience aussi directe pour se rendre compte. Et avant du coup, parce que ce que j'aimerais bien après avoir fait mon monologue, c'est que vous puissiez intervenir, réagir, me dire ce que vous en pensez, et après on fera le café chacal si vous voulez. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que le plus important dans le fond en CNV, c'est pas la forme, c'est pas la manière dont on s'exprime, c'est avant tout l'intention. C'est-à-dire que si dans votre façon de parler à l'autre, vous avez une intention de connexion, peu importe comment vous adressez à lui, ça va sûrement créer une détente. Parce que c'est ça la clé de la CNV, c'est l'intention de connexion en fait. Avoir l'intention d'entrer en lien avec ce qui est vivant chez l'autre. Par contre, si votre intention quand vous communiquez avec l'autre, c'est de soulager un de vos exilés qui est en PLS, si votre intention c'est d'avoir du pouvoir sur l'autre ou d'avoir raison, généralement, ça va pas contribuer à renforcer la qualité du lien. Ça va pas soulager l'autre, au contraire. C'est pour ça que c'est important d'être vigilant à pourquoi en fait je lui dis ça. Quelle est mon intention derrière ça? Est-ce que c'est de me soulager moi ou est-ce que c'est de me relier à ce qui est vivant en lui en fait? Je sais pas si vous avez envie de réagir à ce que je viens de dire ou pas, par rapport à la différence entre CNV et les autres processus. Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Parce que j'en ai d'autres aussi, sur le module 1 CNV, on avait vu des trucs, d'autres, ouais, même. En fait, tu as entre 25 et 30 ans, donc ça fait entre 25 et 30 ans que tu as été conditionné dans un langage chacal, donc le langage de la violence. Donc du coup, c'est normal que ta façon de t'exprimer soit violente, même si, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que c'est vraiment violent, hein. Pour moi, la violence, c'est une fiction, mais c'est normal que tu aies appris à t'exprimer dans un langage réflexe, un langage chacal, en fait. Hem, L'intention, c'est primordial en termes de psychanalytique, oui, c'est très probable. De toute façon, il est très probable que l'état d'esprit dans lequel on aborde quoi que ce soit conditionne en à 90 l'expérience qu'on va vivre.
l'exemple que j'ai pris à mon groupe, de parole sur la CNV lundi, c'était que, si tu abordes la vaisselle avec l'intention, de faire une corvée qui t'emmerde, mais qu'il faut le faire parce que tu as pas le choix, ça va être un mauvais moment que tu passes. Par contre, si tu fais la vaisselle avec l'intention de prendre soin de toi et de vivre dans un environnement propre, parce que du coup, tu te sens bien quand tu es dans un endroit propre et que tu es en train de prendre soin de toi en faisant la vaisselle, la manière dont tu vas vivre cette expérience de la vaisselle va être très différente, en fait. Et c'est comme ça pour la vaisselle comme pour tout, hein. Le mindset, l'état d'esprit que tu as dans ta vie en général, ça conditionne, ce que tu vis en termes d'émotions, en fait. Si tu te dis que c'est de la merde ta vie, bah, tu vis une vie de merde. Si tu te dis que ta vie c'est le pied, tu as une vie que c'est le pied, pas une vie qui est le pied. Alors en fait, ce que j'aime bien dans ce tableau, attends, c'est ce que je me dis souvent quand je fais un truc qui me demande de l'énergie ou qui demande un effort, c'est qu'en le faisant, je prends soin de mon moi du futur. Par exemple, si le soir j'ai pas envie de préparer à manger pour le lendemain midi, ce qui peut m'aider à le faire quand même, c'est de me dire que du coup, mon moi du futur à midi demain, il sera content de pas avoir à le faire et du coup, il sera plein de reconnaissance et du coup, le fait de le faire ce soir-là, je suis en train de me faire un cadeau à mon moi du futur et du coup, je suis en train de me planifier un moment où j'aurai de la reconnaissance dans le futur et donc c'est vrai. Et en fait, c'est ce que j'aime bien avec cette vision-là du monde, c'est que tu tout peut être une occasion de jubilation parce que quelque part, si tu prends soin de quelqu'un, tu es en train de nourrir ton besoin de contribuer et la contribution, c'est la plus grande source de joie du monde. Il y a rien dans le monde de plus agréable que de contribuer par tes actions à rendre la vie de quelqu'un d'autre plus belle et du coup, quand tu consacres du temps, de l'énergie, à prendre soin de toi ou des autres, tu es en train de te faire tu es en train de te faire du bien parce que tu es en train de faire ce qui est le plus agréable au monde. Rendre la vie de quelqu'un de plus belle. Que ce soit ton toi du futur ou quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant parce que tu es en train de prendre soin de toi en faisant du bien aux autres, ce qui est nourrissant pour toi, pour ton besoin de contribuer, et tu es en train de prendre soin de l'autre. Et donc du coup, à partir de là, en théorie, pour peu que tu aies l'élan, l'énergie et le temps, tout ce que tu fais à chaque seconde peut être fait depuis l'intention de contribuer à servir la vie, en fait. Et c'est ça, l'essence de la CNV, c'est rester connecté autant que possible à l'énergie, à cet élan à contribuer à servir la vie, en fait. Que ce soit la vie en toi ou en l'autre. Mais dans tous les cas, quand tu es connecté à ça, tu kiffes chaque seconde de ta vie, en fait. Parce que tout ce que tu fais, c'est toujours pour prendre soin de toi ou des autres. C'est juste être conscient de la raison pour laquelle tu agis, en fait, de l'intention avec laquelle tu veux colorer tes actions. Hem, donc du coup, ouais, ramener à soi, cajoler. Alors, ce que j'aime bien, en fait, c'est que vu que ça, c'est un tableau, c'était un module de CNV et du coup, les trucs en bas, c'est moi qui les ai dit à la formatrice, donc j'étais content. Genre faire de la CNV, par exemple, c'est quand tu appliques les principes de la CNV, de l'OSBD, mais depuis l'intention, genre, tu vas faire de la CNV avec ta copine pour qu'elle arrête de t'emmerder. Donc tu vas lui dire: «Ah oui, je vois que tu es en colère parce que tu as besoin d'ordre dans l'appartement» et tu vas le dire avec l'intention: «Ta gueule, tu m'emmerdes», en fait. Et quand tu appliques la CNV avec l'intention que l'autre te foute la paix, ça marche pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle on peut pas manipuler avec la CNV parce que quand tu manipules, enfin, quand tu veux utiliser la CNV pour manipuler, l'autre va sentir que ton intention n'est pas de te relier et du coup, ça va pas du tout avoir l'effet escompté, hein. La CNV, ça sert à rien si ton intention n'est pas de te relier à l'autre, en fait. La CNV, ça ne sert que à améliorer la qualité des relations, en fait, avec toi et avec les autres. Donc c'est pour ça, faire de la CNV comme un robot, ça ne sert à rien si ton but, c'est que l'autre se sente compris, en fait. Donc voilà, après changer de sujet, surenchérir tout ça, je l'en ai déjà parlé. Voilà, voilà. Hem, après, par rapport à l'exercice du café chacal, j'ai besoin d'un cobaye, du coup. Ou alors, on peut faire de plusieurs manières. Soit il y a une personne qui soit moi je raconte un truc et du coup, vous appliquez ce tableau et du coup vous me dites des choses qui sont des obstacles à l'empathie. Pour vous rendre compte de ce que ça fait, mais ce sera moins intéressant pour vous parce que du coup, moi je sais ce que ça fait. L'intéressant dans cet exercice, c'est de sentir la différence entre recevoir ces trucs-là
et recevoir de l'empathie. Et du coup, le plus intéressant, ce serait qu'un de vous soit un cobaye pour raconter une histoire, et que du coup, soit moi, soit d'autres personnes, soit on applique justement ce tableau avant de faire de la CNV pour du coup vous mettre en évidence cette différence. Là, je te l'avais déjà raconté. Alors du coup, est-ce que tu es prête à entendre, à m'entendre te dire des choses qui vont pas être confortables pour toi à entendre? Je vais pas te m'acharner sur toi, hein, mais c'est juste que je vais d'abord appliquer les trucs du tableau. Enfin, pour raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, je dormais beaucoup en cours parce que je dormais pas la nuit, et puis j'étais assez défoncée par les médocs. Putain, tu dois vraiment être en PLS, hein. Ça doit vraiment être Bah, horrible. pas mal, ouais. Enfin, je crois que j'ai accumulé 300 heures d'absence en tout l'an dernier. Enfin non, même pas. Du coup, c'était non plus que ça. Enfin, vu que je suis pas du tout allée en cours à partir de janvier. Mais tu sais que c'était pas de ta faute, t'as pas fait exprès au fond. C'était juste comme ça. Tu pouvais rien y faire. Bah après, de toute façon, on m'a pas laissé le choix pour arrêter le lycée, donc ça enlève une certaine culpabilité aussi. Quand même, enfin, je pense quand même que tu aurais pu faire gaffe à ce que ça se passe différemment, malgré tout. Enfin, genre faire des efforts, par exemple, je sais pas. Euh, ben, Je sais pas ce que t'en penses, mais je faisais pas trop exprès, mais sur le coup, j'ai eu des pensées comme ça, ouais. Mais après, c'est un peu ce que j'ai fait au début, mais c'était pas trop possible avec le temps. Ouais. c'est vraiment, c'est vraiment horrible ce que tu dis. Franchement, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. Franchement, je j'ouvre une parenthèse, je suis en train d'appliquer l'exercice, hein. Je suis pas en train de c'est pas ce que je pense vraiment, hein. Je parenthèse. Enfin, le premier, ça m'a un peu surpris parce que je m'attendais à ce que tu me laisses finir, mais du coup, il y a pas de souci. OK. Tu veux continuer du coup? Non, non, vas-y. Ah non, mais j'ai fermé la parenthèse, hein. En fait, le but, c'est juste là, je suis juste en train de faire les trucs qui font chier, en fait. Et Ah, je suis en train de te parler en langage chacal, là. ben, Mais c'est juste parce que tu parles et du coup, vu que tu parles, je te réponds en langage chacal pour que tu sentes à quel point c'est pas agréable, en fait. sur le coup, j'étais moyen chaud pour dire quoi que ce soit quand t'as dit que c'était horrible. Enfin, dans ma tête, c'était un peu, ouais, ok. Bah, oui, parce que du coup, ça en fait, quand je fais ça, ça stimule un de tes exilés, en fait. Donc du coup, c'est tout de suite, ça c'est pas du tout c'est pas ça soulage pas du tout, en fait. C'est au contraire, ça active les émotions, en fait, de faire ça. C'est vrai. Je pense que tu l'as senti direct. Oui. Est-ce que tu veux que je change de registre, alors, du coup? Poursuis ton concours, ou alors je peux poursuivre l'histoire si tu veux continuer, si tu veux avoir des éléments pour continuer l'exercice, je Alors, sais pas comme tu veux. moi, mon but, c'est pas d'avoir des éléments pour comprendre toute l'histoire. Mon but, c'est d'illustrer dans quelle mesure la façon dont je te parle là, elle est pas du tout agréable pour toi, en fait. Pourtant, c'est des choses qu'on fait tous habituellement. Mais je suis en train de montrer que quand on fait ça, ça n'est pas du tout efficace pour donner de l'empathie, en fait. Ça a l'effet inverse. Et je pense que c'est ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de sentir l'émotion monter, en fait. Et c'est normal, hein. C'est c'est le principe de la violence, c'est que ça stimule, en fait, les exilés. Donc je suis désolé, hein, mais Non, non, c'est le principe de l'exercice. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on continue, tu veux que je parle en langage chacal ou en langage girafe? Pour la euh, suite? c'est toi qui fais l'exercice, du coup, c'est toi qui choisis. Oui, mais je tiens à être à respecter tes limites aussi. Je veux pas non plus être trop stimulant. C'est pour ça, hein, que je te demande si c'est OK pour toi. C'est OK pour toi si je continue en langage, chacal? Ouais, ça me va. Enfin, je sais que ça vient pas, enfin, c'est pas intentionnel de ta part d'être méchant, donc Non, t'inquiète. c'est vraiment pédagogique. C'est pas le but, c'est pas de te faire du mal. C'est juste, d'illustrer, les processus. Je vais essayer de tous les faire au moins une fois. Bon. Donc du coup, bah tu veux essayer la girafe ou ah non, non, tu veux que je fasse la girafe? Meta? Je- Moi, je sais pas trop, enfin, je sais pas trop ce que tu veux que je fasse là maintenant tout de suite, mais moi, tout me va. Enfin, Moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu continues à raconter n'importe quoi.
Ok. Ben, du coup, l'autre jour, je suis allée en cours d'espagnol. Ouais. Et, et la prof, enfin, que j'avais déjà eu l'an dernier, cette prof-là. Et Et genre, elle m'a dit, elle a les cheveux courts ou elle est comment cette prof du coup? Est-ce qu'elle est euh, jolie? non, enfin, je sais pas, je juge pas les gens. Genre, est-ce que tu penses qu'elle est native espagnole ou non, je sais pas. Bah, vu qu'elle s'appelle Madame Alemann, je me pose des questions, parce que Alemann, ça veut dire allemand en espagnol. D'accord, ok, donc ok, je comprends mieux, merci. Mais du coup, elle m'a dit que si jamais je continuais à refaire des caprices comme l'an dernier, ben, elle allait passer ses cours à me gueuler dessus, comme elle avait fait aussi l'an dernier. En même temps, je pense que ça doit pas être facile pour elle, hein. Franchement, ça doit être compliqué d'être prof comme ça dans un lycée, t'imagines? Enfin, ça doit être dur, hein. Ils sont mal payés et tout. Bah, bah je m'en doute un peu. Enfin, je me doute que c'est pas forcément évident d'avoir des élèves qui vont pas bien. Ouais, j'imagine. Ça me rappelle mon prof, quand j'étais au lycée, putain, elle se faisait défoncer par les élèves à chaque fois. La pauvre, elle me faisait de la peine. Enfin, c'est un peu pareil que ta prof, mais par contre, je veux pas t'interrompre, hein, vas-y, hein, continue. Pas de souci. Hum, Bah après, sur le coup, je me suis fâchée. Je l'ai envoyé bouler. Et je me suis fait exclure de cours. Ouais, enfin, ça va, c'est pas très grave d'être exclu de cours, au fond, c'est pas tu vas pas mourir. Bah, c'est pas très très agréable non plus. Enfin, je suis pas retournée en cours d'espagnol depuis. Tu devrais pas y aller, Mais je pense. Tu devrais plus jamais aller en cours d'espagnol. Je pense que c'est plus simple. De toute façon, en plus, c'est une prof bizarre, elle a un nom allemand, moi, je pense que c'est pas une bonne prof, donc tu perds ton temps à aller en espagnol avec elle. ah, c'est fallacieux ça. C'est fallacieux, tu crois? Ben, je sais pas, ça me paraît fallacieux de dire que qu'une prof est mauvaise parce qu'elle a un nom allemand. Enfin, c'est... Ce que je te propose, c'est qu'on aille faire des recherches ce soir sur les noms allemands et du coup, est-ce que les profs sont meilleurs s'ils ont un nom allemand ou s'ils n'ont pas un nom allemand? Est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, Enfin, ça a commencé comment ce problème avec cette prof du coup? c'est-à-dire l'an dernier ou ce qui s'est passé en cours à ce moment-là? Bah, je sais pas, l'an dernier, du coup, c'était il y a c'est là que ça a commencé du coup les tensions avec elle? Ben, elle était pas compréhensive du tout et parfois quand je dormais, elle me réveillait d'un coup et puis elle faisait ça en tapant sur ma table et j'ai horreur de ce genre de geste, ça me stresse beaucoup. Bah, Du j'imagine, coup, c'est vraiment bon, une les choses. connasse. Franchement, je sais pas comment tu fais pour la supporter. Bah, je la déteste pas non plus, mais elle Ouais, me... je suppose que tu as besoin de connexion avec elle quand même malgré tout et que du coup, c'est important pour toi d'aller en cours pour contribuer à nourrir ton besoin de connexion, c'est ça? Un truc comme ça, non? Hum, oui, et puis je voudrais pas rejeter toute la faute sur elle non plus. Bon, je propose qu'on s'arrête là pour le langage fécal, parce que j'ai fait tous les processus au moins une fois. D'accord. C'est dur, hein, Bah, c'est dur. j'espère pas avoir trop fait la quiche non plus. Tu as été parfaite. Déjà, je te remercie d'avoir tenu bon jusqu'au bout parce que c'est pas facile comme exercice. Et, euh, et c'est vraiment pas. Je pense que c'est agréable ni pour toi, ni pour Meta et Nilme qui sont en PLS de me voir parler comme ça, je crois. Ah, j'avais pas vu les messages. Bon, Ouais, bah, désolé désolé, hein. les gens. C'est- C'était pour la science. Donc merci d'avoir bien voulu te prêter à l'exercice et d'avoir enduré jusqu'au bout la violence du chacal qui est en moi. Toutes mes parts te font un câlin. Bon, bah, c'est gentil. Ah putain, Non, le... désolé Meta si je t'ai stimulé. Ah, on a trigger méta. Non, pas de patte méta. Enfin, je Alors, t'envoie un peu. je te propose que tu continues à raconter ton histoire avec la prof du coup. Et que je vais essayer de parler en girafe du coup. Hum, Bah, sur le coup, ce qui m'a stressé, c'est que j'ai été violente avec ma prof. D'accord. Enfin, parce que enfin, je trouvais ça terriblement injuste qu'elle me sorte que c'était des caprices surtout, alors que si je pouvais, je serais retournée au lycée autant de fois qu'il aurait fallu, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Et ça-
Pardon. compliqué pour toi qu'elles comprennent pas pourquoi, enfin, les difficultés qui font que t'as pas pu venir, en fait. Qu'elles cherchent pas à comprendre. Ça, Voilà. je et du coup, toi, t'as réagi, en t'énervant contre la prof, c'est ça? J'ai bien compris? Ben, je lui ai répliqué que, je lui ai dit: «Noter, ça m'a pas empêché de dormir, vos histoires». D'accord et ça, t'as trouvé ça, du coup, agressif envers la prof? Ben, j'ai dit ça sur un ton assez agressif, comme pour dire, «Ouais, bah, j'en avais rien à foutre». Ouais et du coup, tu regrettes de l'avoir dit comme ça aujourd'hui? Ouais. Ben, je me suis laissée emporter par l'émotion, quoi. Ouais, je comprends. Bah, enfin, je pense que tu dois avoir l'habitude d'être, jugé sur tes difficultés et que du coup ça a dû t'agacer aussi qu'elle te fasse encore une fois la remarque alors que c'est pas la première fois qu'elle le fait et je pense que du coup tu as réagi peut-être sous le coup de la colère à ce moment-là et tu pas su comment faire autrement peut-être? Enfin je sais pas. Mmh, oui, ouais, bah, c'est un peu ça. Mmh. Mmh, ouais, un peu marre que les gens ils me disent tout le temps un peu la même chose. Bah, j'imagine. Parce que du coup, plus tu l'entends, plus la partie de toi qui a besoin d'être enfin reconnue dans ce que tu vis en fait, elle est pas nourrie. Enfin plus ce que je veux dire c'est que, l'agacement il s'accumule en fait. Parce que, il y a un truc en je suis désolé de partir de faire une digression, mais je pense que c'est intéressant à savoir. C'est que, quand le cerveau, il est déjà, il y a un effet d'ancrage. C'est un peu comme les publicités. C'est-à-dire que si tu es déjà stimulé par une émotion, si une autre émotion derrière s'ajoute, en fait, ça va être cumulatif et ça va être exponentiel. C'est-à-dire que tu es de plus en plus énervé, mais beaucoup plus vite après une 1re stimulation, en fait. Ce qui fait que plus on te rabâche les mêmes conneries, plus du coup ton agacement il va venir vite, plus tu vas être trigger facilement en fait. Et du coup, je pense que quand cette prof t'a dit ça, tu réagi rapidement, pas parce que c'est ce que tu voulais, mais parce que la partie de toi qui est agacée et qui a besoin de considération, en fait, elle était tellement, pas bien que du coup ça enfin, tu pas eu le temps de réfléchir que tu avais déjà répondu en fait, à mon avis. Mmh. C'est humain. Enfin bon. Est-ce que, tu veux qu'on continue ou est-ce que tu veux qu'on s'arrête là pour, l'anecdote? C'est toi qui vois. Alors, moi, je voulais juste illustrer la différence, dans ma façon de parler entre si j'ai une intention de relier à ce que tu ressens et l'intention de juste enfin voilà, te faire taire ou autre et je veux pas interrompre l'exercice si toi tu as besoin d'en parler encore un peu. C'est ça le truc, c'est que ça dépend de toi. Est-ce que c'est OK pour toi si on s'arrête là? Ou est-ce que tu veux qu'on continue un peu? Pour moi, tout est OK. Si tu veux, illustrer, vas-y, y a pas de souci. Je suis admiratif de ta capacité à rester sereine, même quand tu te fais, agresser par un chacal. Même si peut-être que ça paraissait pas intense, mais je pense vraiment que c'est pas agréable du tout ce que j'ai fait, juste avant. Donc, je vous ai pas trop traumatisé. Si c'est le cas, je suis désolé. Mais, on peut en parler du coup. C'est horrible. Bah, je me dis que ça peut avoir un effet un peu comme un vaccin, tu vois? Le fait de vivre cette expérience-là, ça peut vous rappeler: «Attention, c'est facile de tomber à côté si on n'est pas vigilant à notre intention» et du coup, ça peut permettre enfin, d'acquérir un nouveau réflexe, qui est quand quelqu'un va pas bien, vous posez la question: «OK, est-ce que c'est OK pour moi d'être en lien avec cette personne? Ou est-ce que je suis déjà trop en PLS?» par exemple, hein. Mmh. Ou, ça peut vous aider à être vigilant sur la façon dont vous parlez. Parce que, par exemple, ne serait-ce que poser la question: «Est-ce que c'est OK pour toi si je te donne un conseil?» ça montre déjà qu'on s'intéresse à ce que souhaite la personne, on n'est pas en train de lui balancer des trucs sans lui demander, mais qu'on cherche à coopérer avec elle, à être en lien, en fait. Et je pense que ça peut être important aussi. C'est un peu comme là, par exemple, je viens de demander à Skip si elle était d'accord pour qu'on arrête l'exercice ou si elle voulait qu'on continue. Ça lui montre que du coup, ce qu'elle vit m'intéresse et est important pour moi. Et du coup, ça contribue à créer un sentiment d'être en lien, en fait. Ouais. Je n'ai pas rien à foutre, quoi. Je suis pas juste là pour prendre le prof, je suis là pour être en lien de cœur à cœur avec les autres êtres humains, quoi. C'est ça un peu le but de la CNV. Mais du coup, en soi, si,
typiquement, tu reformules, histoire de savoir Ouais, en fait, c'est exactement ça. ce que veut la personne. Concrètement, le principe, si tu veux, ce que tu peux faire, ce que je peux te proposer, c'est que c'est moi qui raconte un truc et t'essayes de te relier à ce que je te décris. Je vais te raconter ma journée, par exemple, et t'essayes de me donner de l'empathie. Et du coup, après, on en discute. Je vais pas être dans l'analyse ou autre, hein, c'est juste, je te raconte ma journée et t'essayes de réagir en étant en empathie. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Je suis pas là pour évaluer des compétences. Je suis juste là pour ou si tu veux, c'est toi qui me racontes ta journée et je te donne de l'empathie, hein, c'est comme tu veux. Mais Du coup, j'ai juste une question. Une fois que tu as reformulé les besoins de la personne, etc., si, si typiquement tu n'as pas de solution à apporter, si tu n'as pas de conseils, enfin, genre, est-ce que ça peut s'arrêter à juste de la reformulation et ça va pas... ça dépend de ce que la personne souhaite. Par exemple, un exemple qu'on a pris au module 2 aussi, c'est que si la personne te demande l'heure dans la rue et que tu lui demandes ah du coup c'est important pour vous d'avoir l'heure pour avoir des repères sur votre espace dans le temps, etc., ça va pas contribuer à lui faire du bien parce qu'en fait elle, ce qu'elle veut, c'est pas de l'empathie, ce qu'elle veut, c'est avoir l'heure en fait. Et donc c'est important aussi quand tu te mets en lien avec la personne d'essayer de comprendre quels sont les besoins pas nourris et est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire qui contribuerait à lui rendre la vie plus belle. Donc du coup ça peut être de lui donner l'heure, ça peut être plein de trucs, mais c'est important d'y réfléchir ensemble, de lui faire une demande. Par exemple, est-ce que ça te ferait du bien si on allait, je sais pas, regarder un film? Ouais. Est-ce que ça te ferait du bien si je t'envoyais une armée de gifs de chats qui se font des câlins, par exemple? Un truc qui peut faire du bien aussi, tu vois. Et donc du coup, il y a prêter attention à ce qui est vivant en l'autre, c'est prêter attention à ce qu'il ressent et à ses besoins, et du coup ça peut aussi être lui faire des suggestions, des demandes qui pourraient contribuer à lui rendre la vie plus belle. Et il y a un autre truc que je tiens à dire aussi, par rapport à l'exemple de la montre là, c'est que toute personne qui nous parle n'a pas forcément besoin d'empathie, n'a pas forcément demandé de l'empathie. Et dans ces cas-là, si tu donnes de l'empathie à une personne qu'on n'a pas demandé, c'est pas forcément agréable non plus. Parce que parfois, c'est pas ça qu'elle est venue chercher, la personne. Et la phrase que j'ai entendue au module 3, c'était que donner de l'empathie à quelqu'un qu'on n'a pas demandé et qu'on n'a pas besoin, c'est comme lui mettre une main aux fesses. Non, mais je sais, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment ça. C'est que une personne qui cherche à être en lien avec toi, à se connecter alors que t'as pas envie, que t'as besoin d'être seul, que t'as envie d'être tranquille, elle le fait pas pour toi, elle le fait pour elle, en fait. Et c'est ok, elle essaie de prendre soin d'elle en se connectant à toi. Sauf que du coup, ça ne tient pas compte de toi, tes besoins, de ce qui est vivant en toi. Et donc, du coup, c'est pas forcément très agréable. C'est pour ça que c'est important, quand on essaie d'être en empathie avec les autres, de vérifier que c'est aussi ce qu'ils recherchent. Et d'être à l'écoute de leur feedback, d'être à l'écoute de leurs limites, parce que s'ils veulent pas d'empathie, ils vont très vite nous le faire comprendre. Et si nous, on n'en tient pas compte, eh ben, ça va être un peu comme un dragueur qui est lourd et qui fait chier une fille qui veut être tranquille dans une soirée, tu vois, c'est pas agréable. C'est pas grave, le mec, il se rend pas forcément compte, mais c'est important de le savoir si on veut éviter de créer de l'inconfort chez les autres. De pas donner d'empathie à ceux qu'on veut pas, quoi. Voilà. Vas-y. Putain, mais du coup, ça va demander une concentration de malade, en fait. Je trouve. Bah, en fait, c'est un peu comme quand tu apprends une nouvelle langue ou quand tu apprends à conduire une voiture. Au début, tu es en PLS, tu dois faire attention à tout, la vitesse, les pédales, le volant, et tout, c'est compliqué, tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir. Et puis au bout de quelques séances de conduite, au bout de 20 heures, 30 heures de conduite, du coup, tu n'as même plus besoin de réfléchir, c'est ce qu'on appelle procéduralisé ou sémantisé, c'est-à-dire que ça passe de ta mémoire de travail à ta mémoire procédurale, c'est-à-dire que ton corps, il a enregistré les gestes, les méthodes, et c'est devenu naturel, t'as plus besoin d'y réfléchir en fait. C'est des heuristiques. C'est pareil avec la CNV. Au début, tu galères parce que tu as du mal à identifier les sentiments et les besoins, t'as pas le vocabulaire pour exprimer ce que l'autre ressent, etc. Et plus tu pratiques, plus c'est facile. Et moi, j'ai pas besoin de réfléchir, hein. Moi, quand je me connecte à quelqu'un, je suis pas en train de me demander ce qu'il ressent. J'essaie juste d'être en lien. C'est un peu comme un surfeur qui est sur une vague. Il est pas en train de se demander si la vague elle est à 90 degrés, machin, il s'en fout. C'est intuitif en fait. Il est à l'écoute de son corps. Il sent bien quand il n'est pas dans l'équilibre. Il sent bien quand c'est pas ajusté. Et du coup, il s'ajuste à chaque seconde. Être en empathie avec l'autre, c'est ça, c'est s'ajuster à chaque seconde au mouvement émotionnel de l'autre, en fait.
En fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à identifier les sentiments et les besoins. Et ça, voilà, c'est un peu comme tout à l'heure, quand Skip elle parlait de sa prof, j'ai essayé de comprendre ce qu'elle avait ressenti au moment où il s'était passé ce qu'elle a dit, quoi. Moi, je reflète ce qui semble t'emmerder. Euh, je pense que c'est pour ça que c'est important de pratiquer, et je pense que c'est normal au début de tâtonner, en fait. Et encore une fois, les trucs que j'ai dit au début qui emmerdent, si c'est fait avec une intention de connexion, même si c'est maladroit, ça va quand même faire du bien, à part le fait de culpabiliser ou autre, mais genre si on dramatise ou qu'on est dans la consolation, avec une intention de connexion, ça va faire du bien. Ah, attends. Ah, ok, je reflète ce qui semble t'emmerder. C'est pas bien de refléter. Si, ok, en fait, tu reformules, quoi, en fait, c'est ça. Ça, c'est oui, c'est bien, hein, de reformuler, c'est la base pour montrer à l'autre que tu as compris ce qu'il a dit, et pour vérifier toi aussi que tu as compris. Donc oui, c'est super. Moi, je passe ma vie à faire ça, à l'entretien avec les patients. Je passe ma vie à leur répéter ce qu'ils viennent de me dire, en traduisant, en mettant l'accent sur les sentiments et les besoins. En fait, je me rappelle même de ma première patiente à la clinique. À l'époque, je connaissais pas Marshall Rosenberg, j'avais juste vu des vidéos de Padovani. Et du coup, je me rappelle le bien que ça lui avait fait en entretien quand j'avais essayé de mettre l'accent sur ce qu'elle ressentait et sur ses besoins. Elle avait tellement kiffé, je te jure, c'était trop le pied. Je me suis senti tellement utile à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, en fait, quand je fais la girafe, j'identifie les sentiments et les besoins et je reformule ce que la personne dit à partir de cette conscience-là, en fait. Et l'autre étape, en fait, ouais, je sais plus, enfin, avec la girafe, tu peux faire deux choses. Tu peux soit te connecter à ce qui est vivant en l'autre, soit exprimer ce qui est vivant en toi. Donc, euh, des conseils à donner sur ce qu'on a apporté. Tu veux dire sur ce que vous venez de dire là? Bah, moi, je trouve que déjà c'est très bien, a priori. Enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est des exemples de reflets. Par exemple, quand je te dis que tout à l'heure, quand je parlais des clés, Julie, elle m'a dit que j'étais exaspéré d'avoir dû chercher mes clés, ce qui était vrai. Juste après, du coup, je parlais que j'étais énervé par rapport aux lunettes. Là, ce que vous auriez pu dire, par exemple, c'est essayer de dire quelque chose qui soit connecté à l'intensité de l'émotion aussi. Genre, putain, t'as dû vraiment t'emmerder parce que du coup, c'était déjà que t'étais en retard et en plus, là, tu t'es mis encore plus en retard. Tu devais vraiment plus en pouvoir de toi. En fait. Bon. Et tu vois, c'est là, en disant ça, tu devais plus en pouvoir de toi. À la fois, du coup, tu te connectes à l'intensité de l'émotion. En même temps, tu instilles de l'humour pour du coup dédramatiser la situation, passer d'un registre dramatique à ludique. Alors, il y a un truc à savoir en CNV, je sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais je l'aime beaucoup, c'est si la personne parle, interrompez-la. Si la personne ne parle pas, laissez le silence. C'est-à-dire que si une personne parle, faut jamais hésiter à la couper, c'est pas grave. C'est pas grave d'interrompre quelqu'un qui parle quand tu veux dire de l'empathie et qu'il en a besoin. Ça va pas l'empêcher de comprendre. Te relier à ce qu'il ressent en lui coupant la parole, ça va pas l'empêcher de parler de ce qu'il ressent. Au contraire, le principe de l'empathie, c'est que ça aide l'autre à entrer plus profondément en lui-même. Donc, si tu lui donnes de l'empathie, tu lui fais presque gagner du temps, en fait. Donc, n'hésite pas à couper la parole, c'est pas grave. Moi, Skip, je lui ai coupé la parole plusieurs fois, et je pense pas qu'elle m'en ait voulu. Et d'ailleurs, quand je vous donne de l'empathie, je sais pas si je l'ai fait souvent en vocal, mais je vous coupe la parole tout le temps. Mes patients, je leur coupe la parole tout le temps. C'est pas grave. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et respecter le silence, c'est ça aussi, c'est que parfois, quand il y a un blanc, c'est anxiogène, et du coup, on cherche à parler, à dire n'importe quoi pour ne pas qu'il y ait un blanc. Et encore une fois, quand on fait ça, c'est pas pour l'autre, c'est pour nous. En fait, c'est parce que nous, on est dans l'inconfort par rapport au blanc et on essaye de dire quelque chose pour fuir l'inconfort
que nous on ressent par rapport à ce blanc. Mais quand un patient ne parle pas en entretien, je vais pas forcément dire quelque chose. Je vais attendre un petit peu, je vais regarder ce qui se passe dans son corps, sur son visage, avec une certaine curiosité. En fait, il y a un truc en CNV aussi, une expression qui peut paraître un peu étrange, mais que j'aime beaucoup, c'est prendre plaisir à la souffrance de l'autre. Pas parce qu'on est sadique, mais parce que du coup, tu reçois l'expression de l'autre comme un cadeau, dans le sens où il est en train de te témoigner, il est en train de t'exprimer ce qui est vivant en lui, en fait. Et te relier à ce qui est vivant quand l'autre est triste, c'est entre guillemets prendre plaisir à te connecter à l'émotion de l'autre, prendre plaisir à te connecter à sa souffrance pour lui donner de l'empathie. Et donc en ça, d'une certaine manière, on prend plaisir à la souffrance de l'autre parce que la souffrance de l'autre est un cadeau qu'il nous fait en l'exprimant, en fait. Et cette notion peut être un peu dure à comprendre peut-être, mais moi je l'aime beaucoup cette idée de voir le spectacle de l'émotion de l'autre comme un cadeau au service de la vie, en fait. Et du coup, peu importe à quel point l'autre est triste, à quel point il est en colère, à quel point ce qui lui arrive c'est horrible, c'est une certaine forme de cadeau. Et se relier à ce que l'autre ressent, c'est se relier à ce qui est précieux chez lui. Et ça, c'est un cadeau quelque part, que de pouvoir, enfin, que l'autre nous fasse le cadeau de nous faire la demande. Enfin, attendez, je formule ma phrase. Quand l'autre nous explique quelque chose d'important, qui nous demande de l'empathie, il nous fait un cadeau parce qu'il nous fait le cadeau de contribuer à lui faire du bien. Et encore une fois, rendre la vie des autres plus belle par nos actions, c'est la plus agréable des choses qu'on puisse faire. Et quand quelqu'un nous demande de l'empathie, quand quelqu'un nous demande de l'écoute, il est en train de nous faire un cadeau. Le cadeau de pouvoir satisfaire ses besoins. Et donc le cadeau de pouvoir contribuer à satisfaire ses besoins, de contribuer à lui faire du bien, en fait. Et ça, c'est un cadeau. Et c'est ça aussi que la magie de la CNV, je trouve, c'est que quand tu es dans cet espace de la non-violence, tu es dans un espace où donner et recevoir, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand tu donnes, tu reçois parce que c'est joyeux pour toi que l'autre reçoive ce que tu as à offrir. Moi, c'est ce qui me fait kiffer quand je parle avec vous, par exemple, c'est que quand je vous parle de CNV, je vous offre des informations. Et le fait que vous soyez enthousiaste, que vous aimiez les recevoir, ces informations, c'est un cadeau pour moi, en fait. Et donc, quand vous m'écoutez, quand vous prenez plaisir à vous intéresser à la CNV, vous me faites un cadeau. Et de la même manière, quand vous me dites des choses qui m'intéressent, etc., c'est aussi un cadeau. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je sois dans le don ou dans la réception, par exemple, si moi j'ai besoin d'empathie et que je vous écoute et que vous m'écoutez, que je vous parle et que vous m'écoutez, vous me faites le cadeau de votre empathie. Mais dans tous les cas, c'est un cadeau en fait pour moi. Parce que soit je contribue à vous faire du bien et donc moi je kiffe, soit vous contribuez à me soulager et je kiffe. Donc dans tous les cas, ça me fait du bien. Et c'est ça, en CNV, donner et recevoir, c'est pareil. Parce que quand tu donnes et quand tu reçois, tu es en relation. Et dès que tu es en relation, bah, c'est le pied. En fait. Enfin, en tout cas, là où j'en suis dans ma vision du monde, je pense qu'il n'y a rien de plus important que les relations humaines et la relation à soi, la relation aux autres, en fait. Et du coup, chaque fois que je suis en relation, je kiffe. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est comment sortir de la prison de l'imaginaire pour entrer en relation avec les autres et avec soi-même. Et c'est ça qui est difficile, c'est de sortir de ses croyances, de sortir de ses normes sociales, de ses automatismes, pour entrer en relation avec le réel, avec ce qui est vivant en l'autre. Même si ça nous plaît pas, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il pense, même si on n'a pas envie, être en relation, c'est ce qui est le plus agréable, c'est ce qui a le plus de valeur pour moi. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut, que tout le monde doit penser comme moi, mais c'est là où j'en suis moi en tout cas. Je suggère que du coup, on en reste là pour l'enregistrement du vocal et pour le truc sur la scène.